Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Vous le savez, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a débuté le 8 novembre et prendra fin dans 4 jours. Comment se déroule l'opération sur le terrain? Combien de personnes recensées à ce jour? Des éléments de réponse dans ce journal. 75 tonnes de marchandises prohibées détruites par la douane en présence des autorités judiciaires, des forces de défense et de sécurité. La direction générale de la douane veut préserver l'économie ivoirienne. Et puis on ira au Burkina Faso pour assister aux funérailles des gendarmes tués lors d'une attaque terroriste le 14 novembre. 36 53 ont été inhumés hier devant une foule de parents en colère. Depuis le 8 novembre, les habitants de la Côte d'Ivoire sont en train d'être recensés dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement ivoirien veut mieux planifier le développement grâce à cette opération qui prendra fin dans 4 jours. Comment se déroule l'opération sur le terrain? Le constat de Pierre Dipomulin et d'Éric Kim. Depuis le 8 novembre dernier, 28 000 agents recenseurs sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour compter chaque habitant, ivoirien ou non ivoirien, dans le cadre du RGPH 2021. À quelques jours de la fin de l'opération, les agents recenseurs continuent de collecter les données. À Trècheville, au quartier Tanoblaise, Joël, chef d'équipe, sillonne les cours communes. Sa progression lui permet de croire qu'il pourra achever le travail dans le temps. À ma charge, j'ai 4 agents. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà 3 agents qui ont achevé leur boulot. Et l'agent avec qui je suis actuellement, il lui reste que 8 ménages à recenser ou à questionner afin d'achever son travail. Ces agents recenseurs font face à de nombreux obstacles, allant des absences chroniques dans les domiciles à la réticence ou refus de certains habitants à se faire recenser. Il arrive que certains refusent même de se faire recenser. Ils refusent même de nous laisser rentrer dans leur ménage afin de pouvoir les recenser. Donc c'est un peu la difficulté que nous avons sur le terrain. Nous rencontrons les cas d'absence, soit des cas de voyage de longue durée. Donc pour ces personnes, par exemple, jusqu'au dernier jour, nous repassons toujours dans leur domicile, dans leur logement pour vérifier s'ils sont de retour de leur voyage ou pas. Actuellement, c'est ceux les ressortissants d'autres pays qui vivent en Côte d'Ivoire qui nous fatiguent un peu. Voilà, du coup, ils ne comprennent pas ce processus-là. Mais nous essayons d'expliquer le mieux possible. Ils ne comprennent pas le recensement. Ils se disent qu'est-ce que c'est. Ils sont inquiets. Quand nos agents ont des blocages sur le terrain, ils nous font signe et puis nous venons échanger avec ces personnes. Maintenant, quand ça ne passe pas, on fait appel au chef du quartier ou bien au président des jeunes du quartier qui vient intervenir et généralement ça passe, ça va. À moins d'une semaine de la clôture de l'opération du dénombrement, plusieurs personnes rencontrées disent n'avoir pas encore reçu la visite des agents recenseurs. Si, je suis informé qu'il y a un recensement parce que sur les affiches, je vois ça sur les affiches qu'il y a un recensement, mais jusqu'à l'heure ainsi, je n'ai pas encore été recensé. On va au travail, peut-être qu'ils passent à la maison, on n'est pas là et tout ça. Étant au service aussi, donc là, je ne sais pas s'ils sont passés à la maison, j'ai aucune information. Dimanche 28 novembre prend officiellement fin l'opération. Les personnes non encore dénombrées ont seulement 4 jours pour se prêter au jeu de l'interview des agents recenseurs. Une rallonge de l'opération pourra certainement réduire le nombre d'habitants omis dans ce RGPH 2021. Protéger les populations et sauvegarder l'économie ivoirienne, c'est le but de cette opération de la Direction générale des douanes. 75 tonnes de marchandises prohibées, à savoir du cannabis, des faux médicaments et de la cigarette, ont été incinérées ce matin dans la commune de Port-Boué. Les autorités judiciaires, des éléments des forces de défense et de sécurité et des représentants des ministères du budget et de la santé ont assisté à l'opération, selon les explications de Nadia Idja et Tanguy Kono. 5 camions avec à bord du cannabis, des cigarettes et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au total,
Ce sont plus de 79 tonnes de produits prohibés soumis à incinération ce matin, en présence des autorités judiciaires, des forces de défense et de sécurité et des ministères concernés par l'opération. Un autre pan de l'activité des services des douanes ivoiriennes qui vise à protéger la population contre les risques liés à l'utilisation des produits de prohibition absolue. Il est très difficile aujourd'hui de procéder à ces différentes saisies. Et vous savez qu'aujourd'hui, la drogue est en train de gangréner notre société et nos enfants sont les premières victimes. Imaginez plus de 10 tonnes de cannabis dans les rues, aux abords des écoles, dans les lycées et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Eh bien, moi, je préfère que vous reteniez que nous sommes en train de protéger la santé des Ivoiriens. Et ça n'a pas de prix. Une opération bénéfique pour la santé publique dont s'est réjoui le ministère de tutelle. Alors, au niveau de la santé, la consommation de ces médicaments est la cause de la plus grande portion des cas d'insuffisance rénale que nous avons au sein de la population. Aller sur le terrain, saisir les produits à la base de ces fléaux, venir le détruire, pour nous, nous saluons cette activité et cela nous rassure de ce que nous pouvons améliorer la santé de nos populations. Même commentaire du côté du ministère du Budget et du portefeuille de l'État quand on sait la menace que constituent les produits de contrefaçon et de contrebande pour l'économie nationale. La douane participe, disons, à la compétitivité de notre économie. Parce que ouais, ces produits-là, c'est des produits de contrebande. La cigarette, qui vient donc des pays voisins, vient donc délivrer une concurrence déloyale aux produits nationaux. Donc ça tue l'économie. Au cours de cette opération, le directeur général des douanes a félicité ses agents pour le travail abattu sur le terrain. Il s'est engagé à atteindre l'objectif de 2056 milliards de francs CFA de recettes à mobiliser par les douanes ivoiriennes d'ici la fin de l'année 2021. L'ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a été convoqué ce mercredi au tribunal judiciaire de Paris en France dans le cadre d'une information ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011 à Abidjan. Dans un communiqué produit par le biais de ses avocats, Guillaume Soro, qui ne s'est pas présenté au tribunal de Paris, considère cette plainte comme illégale. Ses avocats demandent un non-lieu et compte déposer une requête en nullité afin d'obtenir l'annulation de l'ensemble des actes de procédure pris en violation de l'immunité de l'ancien Premier ministre. Il faut le rappeler, la plainte de Michel Gbagbo contre Guillaume Soro devant la justice française date de juin 2012. La circulation a été fortement perturbée à Niamey. Des manifestants mécontents ont barré la voie principale menant à l'Est ivoirien. C'est le moyen qu'ils ont choisi pour attirer l'attention des autorités sur leur calvaire. Depuis plusieurs jours, les robinets sont secs à Niamey, quartier Ebempe. Les populations manquent d'eau. C'est une situation difficile pour elles, selon les explications de Salif Yalikwe et de Mathurin Badé. Abidjan, à Niamey. Quartier Ebempe, non loin du stade olympique Alassane Ouattara. Il est environ 10 heures quand des habitants de cette cité décident de se mobiliser pour réclamer le retour de l'eau, liquide vital, dans leur robinet. Tout de suite, cette voie principale, route de l'Est, est obstruée par les manifestants qui ne supportent plus le manque prolongé d'eau potable. Une situation qui va entraîner durant quelques minutes un gros bouchon. Pour mieux comprendre la situation, nous faisons une incursion dans cette cité. Des seaux, cuvettes et barriques constituent le décor des lieux. Ça fait 3 mois nous n'avons pas de l'eau. Nos servantes ont fui. On ne trouve pas l'eau pour préparer. Les enfants ne vont plus à l'école. Celles qui travaillent là ne vont plus au travail parce que les servantes ne sont pas là pour faire le service. Donc ce sont elles-mêmes qui font le service. Donc nous on est fatigués. On veut quitter la cité. Ils n'ont qu'à venir prendre la cité là. Nous on va aller au village. Au village est mieux. Dans mon village il y a Soubre là. On ne coupe pas l'eau. L'eau est là gratuitement. Ici tu payes l'eau. On coupe l'eau et puis on vient te donner une facture de 100 000. Il y a quoi? Malheureusement dans cette cité, la steppe qui devait être construite pour épurer les déchets
n'a pas été construite jusqu'à présent. Et il y a donc une fosse septique de chantier inadaptée qui est devenue exiguë pour le nombre d'habitants que nous sommes. Et donc les déchets dégoulinent jusque sur les conduits des eaux potables de la SODECI. Et c'est ce qui a conduit la SODECI à interrompre la fourniture d'eau il y a de cela 1 mois. Nous avons donc essayé tant bien que mal de vidanger avec l'aide de la société qui a construit ici, mais le problème est revenu. Et aujourd'hui, nous faisons face à ce problème. Nous ne savons pas trop où aller. À quelques encablures, non loin du grand séminaire, le décor est le même. C'est ici que les habitants s'approvisionnent. Un véritable parcours de combattants pour obtenir le précieux sésame. Moi, en tant que biologiste, franchement, ça m'écoeure. Je suis biologiste, donc je ne peux pas m'amuser avec une telle eau comme ça, de boisson. Ce n'est pas de l'eau de boisson, ça. Les dangers, les diarrhées, les maladies, enfin, les maladies diarrhéiques et toute autre maladie. Vraiment, nous sommes écœurés qu'on fasse quelque chose pour nous. Pour obtenir de l'eau, on ne manque pas d'imagination. Ça fait plus d'1 mois qu'on manque d'eau. On manque d'eau potable. On a oublié de faire des acrobaties pour avoir de l'eau. Le monsieur a fait son tuyau d'évacuation, on vient recueillir. Quand il pleut l'eau de toiture du monsieur, on a oublié de venir recueillir l'eau. Donc la pluie est de l'eau ici. J'ai payé l'eau pour pouvoir laver parce que j'ai mal au genou, je ne peux pas descendre là-bas. Et cela dure depuis plus d'1 mois. Il charge 8 bidons à 1500. Donc ça veut dire j'ai 16 bidons ici. Il charge ça à 3000. Chaque 2 jours, 3000. Chaque 2 jours, 3000. Les responsables du secteur de la société en charge de la distribution d'eau rassurent que tout est mis en œuvre pour satisfaire ces populations dans un bref délai. Pour l'heure, des camions de l'Office national de l'eau potable essayent de soulager les populations désemparées. C'est une exclusivité NCI. À Abidjan, les usagers luttent contre les bouchons. À l'intérieur du pays, ils luttent contre le mauvais état de la route. Empruntant ensemble la route de Wongolo-Pogo au nord de la Côte d'Ivoire. Autant vous le dire, la voie est en très mauvais état. Impossible de voyager en toute quiétude. La route est parsemée de nids de poules, de gros trous. Selon les saisons, on y trouve de la poussière ou de la boue. Emprunter cette voie est un calvaire pour les usagers. Ils sont mécontents. Les explications de Thiemé Dangé et d'Eric Kimou. Un point de départ, Wongolo-Dougou. Un point d'arrivée, Pogo. Pour rallier ces 2 localités frontalières à la lisière du Burkina Faso et du Mali, ce tronçon de 85 km, non touché par la réhabilitation de la nationale A3, un parcours de combattants pour les usagers qui affrontent au quotidien les nids de poules. Le mauvais état de la route impose à tous sa loi, celle de rouler à une faible allure. Véhicules légers, gros camions ou encore motocyclistes, tous vivent la même galère avant Diawala. Cette route, c'est inexplicable. La route est très mal dégradée. Il y a des trous partout, des nids de poules partout. On n'y peut rien. On a toutes les difficultés. Pour une histoire de 80 km, vraiment, c'est du calvaire total. Présentement, ça va. Sinon, si c'était le mois de l'hivernage, où il pleut beaucoup, là, vraiment, c'est pas du tout facile. Si tu rentres dans un trou, là, ça joue sur toi aussi, tes côtes, là, les reins, là, ça joue sur les reins aussi. Donc, vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Dans cette première commune sur le tronçon, l'on retrouve le maire de la localité. Il vit l'infortune de ses administrés. Lorsque nous quittons Abidjan, arrivés à Féké, et quand on arrive à Wongolo, nous sommes maîtris. Les difficultés que nous rencontrons lorsque nous sortons de Wongolo jusqu'à Diawala, elles sont très pénibles. Même état des lieux à Niélé, seconde commune sur l'axe. Là, un camion, pneu crevé, est immobilisé, défait par la route. Ces pannes ne sont pas méconnues de ces autres usagers confrontés à la poussière et à la boue selon la saison. Avant, on fait moins 2 heures de temps. Maintenant, c'est plus que ça. On a quitté matin vers 7 heures, on rentre vers 11 heures, midi. Ici, Wongolo, tu ne peux pas rouler. Premier, deuxième, troisième. Tu ne peux pas dépasser ça. Si tu as dépassé ça, tu vas casser quelque chose ou bien
ça joue sur toi-même. Le calvaire s'arrête à Pogo, un poste frontalier où transitaires, commerçants et transporteurs mécontents de l'état de la route donnent de la voix. Quand nos marchandises arrivent comme ça, bon, ça rentre en retard. Même quand tu quittes un voyage, bon, tu n'arrives pas à temps. Quitter même à Abidjan, vous venez arriver déjà à Ouangolo. Bon, le temps même que tu as fait Ouangolo-Abidjan, c'est ce même temps-là que tu fais Pogo-Ouangolo. C'est l'état de la route qui fait qu'on n'a pas assez de camions. Nos malades qui vont au niveau de Ouangolo ou bien Ferké, on ne peut pas aller avec eux, on est obligé de rentrer au Mali avec eux. On est à 5 km du Mali, donc quand il y a une urgence, on est obligé d'aller à Sikasso ou à Kadiolo. Maire d'une commune impactée, le premier magistrat de Diawala appelle à la patience. C'est vrai que la situation est pénible, est difficile, mais nous disons à nos parents de s'armer de patience. On continue toujours d'informer la hiérarchie, les interpeller et leur dire dans quel état d'esprit nos populations sont. Notons que les études pour la réhabilitation de ce tronçon sont bouclées et les travaux devraient démarrer incessamment pour soulager les usagers impatients de sa rénovation. Direction le Burkina Faso pour parler des funérailles des gendarmes tués lors d'une attaque terroriste. 36 des 53 gendarmes burkinabés tués le 14 novembre lors d'une attaque terroriste dont le nord du pays ont été inhumés hier devant une foule de parents en colère. Le processus d'identification des autres victimes se poursuit selon le gouvernement. Yeli Traoré. Au Burkina Faso, 36 gendarmes sur les 53 tués à Inata, dans la province du Soum, le 14 novembre dernier, ont été inhumés ce mardi 23 novembre. Une cérémonie tendue avec la colère des parents et proches des victimes qui ont dénoncé la qualité des tombes. Ces derniers allant jusqu'à tenter d'empêcher les inhumations et de récupérer les dépouilles afin de leur offrir des sépultures dignes. Quand vous prenez la façon dont les tombes ont été creusées, c'est un manque de respect pour les familles des victimes, c'est un manque de respect pour ces soldats tombés dignement pour la patrie, c'est un manque de respect pour les veuves, c'est un manque de respect pour ces orphelins qui pleurent aujourd'hui. S'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gérer ces tombes, s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas enterrer dignement nos soldats tombés au front, ils pouvaient nous le dire, nous sommes capables dignement de creuser ces tombes-là et d'enterrer nos frères qui sont tombés. Non, aujourd'hui tout le monde a un cœur, a des yeux endormis, une conscience qui fait pleurer. Regardez la veuve qui vient pour enterrer son unique enfant. Son unique enfant. Et depuis 14 heures, l'enfant est dans la tombe. Il n'y a pas une suivi organisée de l'armée. Il y a trop de corps de tenues. Ils auraient pu se débarrasser de ces tenues aujourd'hui, se mettre en civil, pelle à la main, comme des soldats engagés pour aller au bout, pour apporter des sépultures dignes. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, c'est toi. Au petit matin du 14 novembre, une colonne de véhicules pick-up et de motos comprenant des combattants de groupes armés terroristes prennent d'assaut le camp du détachement de gendarmerie d'Inata. 8 jours après, le dernier bilan officiel faisait état lundi de 57 morts, dont 53 gendarmes et 47 rescapés. Des opérations de recherche étaient toujours en cours pour retrouver d'éventuels survivants de l'attaque de ce camp, qui comptait environ 150 éléments. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces de défense et de sécurité depuis 6 ans que le Burkina Faso est confronté aux actions terroristes qui ont fait environ 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Et après le Burkina Faso, on se rend en Afrique du Sud, cette fois pour parler de tourisme et même d'hôtellerie. Une ancienne maison de Nelson Mandela a été transformée en hôtel. Le père de la nation sud-africaine a accueilli de son vivant des invités prestigieux comme Bill Clinton ou Michelle Obama dans cette maison. À condition de débourser un minimum de 230 € par nuit, vous pouvez loger dans cet hôtel. Certains admirateurs de l'ancien président dénoncent cette initiative. Yeli Traoré. Baignée de soleil grâce à ses multiples puits de lumière et baies vitrées, cette bâtisse, ancienne d'un quartier cossu de Johannesburg, n'a gardé que sa façade blanche. L'intérieur a été refait du sol au plafond, après avoir été dépecé ces dernières années par des squatteurs indélicats. Nelson Mandela s'y était installé peu après sa libération de prison en 1990. Il y a passé 8 ans avant de déménager une rue plus loin avec sa dernière épouse, Graça Machel.
C'est une autre façon de maintenir un héritage et de faire en sorte que cet héritage soit autonome. Et c'est comme ça qu'on va faire ici. Cet endroit sera là pour de nombreuses années encore, pour que beaucoup plus de gens le voient, parce qu'il sera viable économiquement. La direction veut conserver une atmosphère de maison, loin du musée ou du mausolée, pouvant permettre aux visiteurs de mieux connaître la personnalité de l'ancien président. Nous voulons vous montrer des aspects de la vie de Madiba que vous ne connaissez pas et aussi vous apprendre des choses que vous ne saviez peut-être pas auparavant. C'est aussi une opportunité pour la Fondation Nelson Mandela qui possède de magnifiques œuvres d'art dans ses archives. Et c'est l'occasion d'exposer ici toutes ces œuvres. Cette découverte passe également par les goûts culinaires de l'ancien prisonnier de Robben Island. Il aimait le samp, plat à base de maïs séché et les haricots, avec le ragoût de queue de bœuf. C'est ce qu'il aimait le plus, mais il aimait tout ce qu'on lui servait. La suite présidentielle de l'hôtel, ouvert en septembre et baptisé Sanctuary Mandela, devra permettre aux clients de s'y recueillir dans le calme et l'énergie positive du leader défunt, selon la direction de l'hôtel. Nelson Mandela était un grand homme et on se quitte avec l'une de ses citations. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à vaincre ce qui fait peur. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.